Je m'appelle Nathalie et je viens d'avoir 32 ans le mois dernier. Après avoir été mise à la porte à 16 ans et avoir construit ma vie à partir de rien, je ne m'attendais pas à ouvrir ma porte et à trouver mon père debout après 15 ans de silence. Le choc de le revoir n'était rien comparé à ce qui est sorti de sa bouche. Et elle voulait que je donne ma maison, celle pour laquelle je travaillais 80 heures par semaine, à ma demi-sœur Amanda. Avant de vous raconter comment tout cela s'est déroulé, dites-moi d'où vous regardez la vidéo. Appuyez sur le bouton d'abonnement et likez cette vidéo si vous avez déjà eu à vous défendre contre une famille qui vous considérait comme acquis. Le matin où mon père a débarqué a commencé comme n'importe quel autre dimanche. Je prenais un café sur ma terrasse avec vue sur le jardin que j'avais méticuleusement conçu. Ma maison de 3 chambres, de style artisanal, se trouve dans une rue tranquille d'un quartier que je ne pouvais autrefois que rêver de m'offrir. Les larges planchers en chêne, la cuisine ouverte avec des comptoirs en marbre et le coin lecture près de la baie vitrée sont autant de détails que j'avais soigneusement choisis lorsque je l'ai acheté il y a 2 ans. Cette maison représentait tout ce pourquoi je m'étais battue depuis cette nuit pluvieuse de mes 16 ans. Après 15 ans de travail acharné, mon agence immobilière est devenue l'une des plus respectées de la région. Ayant commencé comme réceptionniste et ayant gravi les échelons, j'ai maintenant une équipe de 8 agents qui travaillent sous mes ordres. Ma spécialisation dans l'aide aux primo-accédants à la propriété m'a valu une réputation d'honnêteté et de dévouement qui me permet d'attirer des clients uniquement par le biais de recommandations. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 15 millions de dollars et j'ai été cité dans le journal local des affaires comme l'un des 40 meilleurs entrepreneurs de moins de 40 ans. Cette réussite matérielle a un sens pour moi. Je ne vous mentirai pas. Mais ce qui compte le plus, c'est la stabilité que j'ai créée. Ma maison est mon sanctuaire. Chaque matin commence par une course de 5 miles avec Cooper, mon chien de sauvetage, un Golden Retriever qui est entré dans ma vie il y a 4 ans lorsqu'il a été abandonné, comme je l'ai été. Nous nous sommes trouvés l'un l'autre au refuge local et sa fidèle compagnie a été une source constante de réconfort au cours de certaines nuits solitaires. Et la famille que j'ai choisi a joué un rôle tout aussi important dans ma guérison. Sarah, ma meilleure amie depuis la 5e, a été mon roc. Lorsque tous les autres ont disparu, sa famille m'a accueilli jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme de fin d'études secondaires. Nous dînons encore ensemble tous les mercredis, une tradition qui a survécu aux petits amis, à son mariage et à la naissance de ses 2 enfants qui m'appellent Tatinat. Ensuite, il y a Kevin, mon mentor dans l'immobilier, qui a vu en moi un potentiel alors que je n'étais qu'un jeune homme fauché de 19 ans qui lui servait du café. Ses conseils m'ont aidé à naviguer dans le monde des affaires alors que je n'avais aucun modèle à suivre. Mon thérapeute, le Dr Winters, mérite également d'être félicité. Pendant 6 ans, j'ai travaillé sur les problèmes d'abandon et j'ai réappris à faire confiance. Le chemin n'a pas été facile. Les premières années ont été marquées par des crises de panique, des nuits passées à douter de ma valeur et une peur persistante que tout ce que j'avais construit puisse disparaître en un instant. Grâce à la thérapie, j'ai appris que mon hypervigilance et mon perfectionnisme étaient des armures que j'avais construites pour me protéger après la trahison de mon père. Tout a été compliqué. J'ai eu quelques relations sérieuses, mais je garde farouchement mon indépendance. Mon dernier petit ami ne comprenait pas pourquoi je refusais d'ajouter son nom à tout ce que je possédais, même après 2 ans de vie commune. Il m'a dit que je manquais de confiance. C'est peut-être vrai. Mais quand on vous a tout pris une fois, vous apprenez à protéger ce que vous reconstruisez. Mon engagement dans la communauté est devenu une autre source de force. Je suis bénévole dans un refuge pour adolescents qui ont été chassés de chez eux, et je comprends leur situation mieux que la plupart des gens. 2 fois par mois, j'anime des ateliers d'éducation financière, aidant ces jeunes à comprendre comment se constituer un crédit, économiser de l'argent, éventuellement devenir eux-mêmes propriétaires. Rendre service m'aide à donner un sens à mon propre parcours. Et la stabilité de ma routine me conforte. Les brunchs du dimanche sur ma terrasse, les réunions stratégiques du lundi avec mon équipe, les dîners du mercredi avec Sarah et sa famille, les soirées cinéma du vendredi avec des amis. Ce rythme prévisible, c'est moi qui l'ai créé, un contraste saisissant avec le chaos de mon adolescence. J'ai construit une belle vie, une brique solide à la fois. Aussi, lorsque la sonnette de ma porte a retenti ce dimanche matin, j'étais loin de me douter que les fantômes de mon passé allaient venir perturber l'édifice que j'avais soigneusement construit. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé lorsque mon père est apparu sur le pas de ma porte, il faut savoir où notre histoire a commencé. Avant la trahison, avant les mensonges, nous étions une famille heureuse. Les souvenirs de ma petite enfance sont remplis de chaleur. Ma mère, Eleanor,
était institutrice en maternelle et son rire pouvait remplir une pièce entière. Mon père, Thomas, travaillait comme ingénieur dans une usine locale. Nous vivions dans une modeste maison de 3 chambres dans un quartier de classe moyenne, avec de bonnes écoles et des barbecues le week-end avec les voisins. Maman rendait chaque fête magique. Elle transformait notre maison pour chaque saison, préparant des biscuits qui donnaient à toute la maison une odeur de cannelle et de vanille. Papa était celui qui avait l'esprit pratique, m'apprenant à changer un pneu quand j'avais 9 ans et m'expliquant le fonctionnement du monde en termes patiemment logiques. Il s'équilibrait parfaitement, et je n'ai jamais douté d'être aimé. À l'âge de 10 ans, on a diagnostiqué à ma mère un cancer du sein agressif. Les 8 mois qui ont suivi ont été marqués par des visites à l'hôpital, l'odeur âcre des antiseptiques et le fait de voir ma mère pleine de vie rapetisser sous mes yeux. Malgré la douleur, elle s'est efforcée de créer des souvenirs avec moi. Nous avons créé ensemble une boîte à souvenirs, la remplissant de lettres qu'elle avait écrites pour mes futures étapes, d'enregistrements d'elle lisant mes livres préférés et de petits cadeaux qu'elle voulait que je reçoive lorsqu'elle ne serait plus là. Elle est morte un mardi d'avril. Je me souviens que les cerisiers étaient en fleurs devant la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Papa lui tenait la main d'un côté, et moi de l'autre. Les derniers mots qu'elle m'a adressés étaient « Trouve la joie, Nathalie, même quand cela semble impossible. » Papa et moi avons fait notre deuil ensemble. Nous nous asseyions sur la balançoire de la véranda qu'elle adorait, parfois en parlant de maman, parfois en restant silencieux face à notre perte commune. Et elle a conservé toutes ses photos et s'est assurée que nous fêtions toujours son anniversaire chaque année avec son gâteau au chocolat préféré. Lorsque je faisais des cauchemars, il s'asseyait près de mon lit jusqu'à ce que je me rendorme, comme il l'avait fait lorsque j'étais petite. Nous avons développé de nouveaux rituels. Les crêpes du dimanche matin sont devenues notre truc. Au début, papa était très mauvais, il brûlait les bords et ne cuisait pas assez le centre, mais nous avons ri de ses désastres culinaires jusqu'à ce qu'il finisse par maîtriser la crêpe dorée parfaite. Nous avons commencé à faire des randonnées le week-end, ce que maman avait toujours voulu faire, mais n'en avait jamais eu l'occasion. Dans la nature, parmi les arbres et le long des ruisseaux, nous avons tous deux trouvé des moments de paix. Sarah a pris une place encore plus importante dans ma vie à cette époque. Sa mère m'invitait souvent à dîner, comprenant que papa faisait de son mieux, mais qu'une fille avait parfois besoin de l'énergie maternelle. Sarah et moi restions debout tard à parler de tout et de rien. Et sa présence constante m'a permis de garder les pieds sur terre lorsque le chagrin menaçait de me faire sombrer. Pendant près de 2 ans, il n'y a eu que papa et moi pour trouver notre nouvelle normalité. Et elle a commencé à m'emmener aux soirées dansantes père-fille à l'école, à apprendre maladroitement à m'aider à me coiffer et à faire de son mieux pour répondre aux questions sur le fait de grandir qui auraient normalement été posées à maman. Nous formions une équipe, naviguant dans notre famille. Éclaté avec la détermination d'honorer maman en trouvant la joie, comme elle l'avait demandé. Lorsque j'ai eu 12 ans, papa a commencé à sortir de temps en temps le soir. Il était toujours rentré à l'heure où j'allais me coucher, et les parents de Sarah restaient avec moi. J'ai compris qu'il se sentait seul. Maman était partie depuis plus de 2 ans, et même si elle me manquait tous les jours, je voulais que papa soit heureux. Lorsqu'il m'a finalement dit qu'il voyait une certaine Diane, j'ai été prudemment optimiste. L'espoir nerveux qui se lisait sur son visage me donnait envie que ça marche pour lui. Elle a une fille qui a à peu près ton âge, m'a-t-il dit un soir, devant nos crêpes du dimanche. Elle s'appelle Amanda, elle a 15 ans, 1 an de moins que toi. Tu crois qu'on sera amis ? Lui ai-je demandé. Je l'espère, ma chérie, a-t-il répondu en me serrant la main de l'autre côté de la table. Mais quoi qu'il arrive avec Diane, ce sera toujours toi et moi. Je te le promets. Cette promesse allait être brisée d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer lors de cette conversation. Mais à ce moment-là, je l'ai cru complètement. Après tout, nous avions traversé ensemble la pire tempête de notre vie. Tout pouvait briser le lien qui nous unissait, du moins c'est ce que je pensais. Est la première fois que j'ai rencontré Diane. Elle a apporté une tarte aux pommes maison et a complimenté le prix de l'expo science affiché sur notre étagère. Elle avait des cheveux blonds mi-longs, un maquillage soigné et un sourire chaleureux qui plissait le coin de ses yeux. Elle m'a posé des questions sur l'école et a semblé sincèrement intéressée par mes réponses. Et sa fille Amanda est restée en retrait, examinant nos photos de famille d'un air réservé. Amanda était petite, avec les cheveux blonds de sa mère et une moue permanente. Lorsque j'ai essayé de lui montrer ma chambre, elle a suivi à contre-cœur et n'a répondu qu'en un mot à mes questions. J'ai attribué sa froideur à la maladresse de la situation et j'ai continué à essayer, en lui montrant ma collection de livres et le télescope que papa m'avait offert pour mon anniversaire. Ma mère dit que ton père gagne bien sa vie,
dit-elle soudain en passant son doigt sur ma commode. Je pense que oui. Il travaille très dur, répondis-je. Mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. Nous avons déménagé 3 fois depuis que mon père est parti, a-t-elle poursuivi. Peut-être que maintenant nous pourrons rester au même endroit. Rétrospectivement, ce commentaire a été mon premier avertissement, mais j'étais trop naïf pour le reconnaître. La course s'est déroulée rapidement. Au bout de 6 mois, papa l'a demandé en mariage. Je l'ai appris lorsqu'ils sont rentrés à la maison un soir, Diane exhibant une bague en diamant et tous deux rougissant de bonheur. J'ai repoussé mon malaise et je les ai serrés tous les deux dans mes bras, en me disant que papa méritait cette deuxième chance d'être aimé. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie dans un hôtel local. J'étais demoiselle d'honneur junior, portant une robe bleue que Diane avait choisie. Pendant la réception, j'ai entendu Amanda dire à une cousine. Ma mère obtient toujours ce qu'elle veut. Toujours. La pointe de triomphe dans sa voix m'a fait froid dans le dos. Tout a changé après leur retour de leur week-end de lune de miel. Diane et Amanda ont emménagé dans notre maison, apportant des voitures pleines d'affaires qui, d'une manière ou d'une autre, ont pris le pas sur nos affaires existantes. Le fauteuil de lecture de maman a été relégué au sous-sol pour faire de la place au grand fauteuil de Diane. Les photos de famille ont été réarrangées, et de nombreuses photos de maman ont disparu des pièces communes, ne se trouvant plus que dans ma chambre et dans le bureau de papa. Diane a établi de nouvelles règles pour la maison. Les tâches ménagères ont été réparties, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours eu plus de responsabilités qu'Amanda. Lorsque j'en faisais la remarque, Diane souriait de toutes ses forces et disait « Amanda a des problèmes d'asthme, ma chérie. Il faut que nous soyons compréhensifs. Nous devons être compréhensifs. » Pourtant, l'asthme d'Amanda ne semblait jamais l'empêcher de rejoindre l'équipe de natation de l'école ou de passer des heures au centre commercial avec ses amis. Et la dynamique avec papa s'est modifiée subtilement au début, puis de façon plus dramatique. Avant Diane, il m'aidait à faire mes devoirs à la table de la cuisine. Maintenant, il était souvent occupé par la dernière crise d'Amanda ou par les demandes de Diane. Notre tradition des crêpes du dimanche s'est estompée, remplacée par la préférence de Diane pour l'église, suivie d'un brunch dans un restaurant local où elle pouvait présenter sa nouvelle famille parfaite. Ton père et moi pensons qu'Amanda a besoin de plus d'attention en ce moment, a expliqué Diane lorsque j'ai demandé pourquoi papa avait manqué mon concours de sciences. Le divorce a été très dur pour elle, et elle est encore en train de s'adapter. Tu es tellement indépendante, Nathalie. C'est l'une des choses que nous aimons chez toi. L'indépendance est devenue une arme à double tranchant. Être autonome signifiait être négligé. Alors que papa assistait à toutes les compétitions de natation d'Amanda, il était de moins en moins présent aux miennes. Diane compensait ses absences par des explications qui présentaient toujours les besoins d'Amanda comme plus urgents que les miens. Puis vinrent les petits incidents. Et elle manquait beaucoup de choses dans le tiroir de mon bureau, une page déchirée dans un livre que maman m'avait offert. Mon projet scolaire a été mystérieusement endommagé la veille du jour où je devais le rendre. Lorsque je soulevais ces questions, Diane soupirait et disait « Les adolescents sont toujours si dramatiques. Cela doit être difficile d'être enfant unique depuis si longtemps. » L'attitude d'Amanda à mon égard oscillait entre l'indifférence froide et l'hostilité active. Devant papa, elle faisait des efforts pour créer des liens entre sœurs, suggérant de regarder des films ensemble ou proposant de me tresser les cheveux. Dès qu'il quittait la pièce, elle abandonnait ses activités, souvent avec une remarque acerbe. « Il a pitié de toi parce que ta mère est morte », m'a-t-elle dit une fois alors que nous étions seuls dans la cuisine. C'est la seule raison pour laquelle il s'intéresse à toi. J'ai essayé de parler à papa de ses commentaires, mais il les a balayés d'un revers de main comme s'il s'agissait d'une adaptation normale entre frères et sœurs. Donne-lui du temps, Nathalie. C'est nouveau pour tout le monde, disait Dachille. Et la mise en scène est devenue plus fréquente. Des objets disparaissaient de ma chambre pour être retrouvés dans mon sac à dos ou sous mon lit, me faisant passer pour quelqu'un d'imprudent ou d'oublieux. Des conversations que j'étais certaine d'avoir eues étaient entièrement niées. Nous n'avons jamais dit que tu pouvais aller chez Sarah ce week-end. Tu as dû le rêver, insistait Diane. Sous le regard confus de papa. Malgré un environnement familial de plus en plus toxique, j'ai maintenu mes notes, considérant l'école à la fois comme une échappatoire et comme un billet potentiel vers la liberté grâce à des bourses d'études. Je tenais un registre détaillé de mes affaires et de mes conversations dans un journal que je cachais sous mon matelas, essayant de garder le sens des réalités lorsque tout ce que je disais était remis en question. Sarah est restée ma bouée de sauvetage, la
Seule personne qui ait été témoin de l'avant et de l'après de notre dynamique familiale. Ta belle-mère est manipulatrice, a-t-elle observé après avoir passé un après-midi chez nous. La façon dont elle agit quand ton père est là et quand il n'est pas là, c'est vraiment n'importe quoi. À l'âge de 16 ans, la maison s'est transformée d'un sanctuaire en un champ de bataille où j'étais constamment sur la défensive. Je marchais sur des œufs, essayant d'éviter de donner à Diane ou à Amanda des munitions à utiliser contre moi. Papa n'était plus que l'ombre de l'homme qui avait été mon plus proche allié. Il était désormais tellement fasciné par sa nouvelle femme qu'il avait du mal à voir ce qui se passait sous ses yeux. Je l'aimais toujours désespérément et j'essayais de renouer le contact, en laissant des notes dans sa boîte à lunch, comme le faisait maman, ou en lui posant des questions sur sa journée lorsque nous avions de rares moments d'intimité. Parfois, j'entrevoyais notre ancienne relation, mais elle était fugace, toujours interrompue par les besoins de Diane ou les exigences d'Amanda. Je m'accrochais à l'espoir que les choses s'amélioreraient, que papa finirait par voir clair dans la manipulation. Mais au lieu de cela, tout a basculé un soir d'automne. Lorsque je suis rentrée du groupe d'études pour constater que ma vie était sur le point d'imploser. La soirée qui a fait voler mon monde en éclats a commencé de manière tout à fait ordinaire. J'étais à la bibliothèque avec mon groupe d'études de niveau avancé, travaillant sur un projet de chimie. Et la mère de Sarah m'a déposé vers 20h30 et je suis entrée dans une maison où régnait une tension inhabituelle. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Papa était assis à la table de la cuisine, les traits tirés et en colère comme je l'avais rarement vu. Diane se tenait à côté de lui, la main sur son épaule, dans un geste qui semblait à la fois réconfortant et possessif. Amanda se tenait dans l'embrasure de la porte du salon, les bras croisés, avec une expression qui oscillait entre la nervosité et quelque chose qui ressemblait étrangement à de la satisfaction. « Où étais-tu » demanda papa, la voix serrée. « À la bibliothèque avec mon groupe d'études » répondis-je. De plus en plus confuse. « Je te l'ai dit ce matin et Madame Parker vient de me déposer. » J'avais suivi toutes les règles, même les textos quand nous avions décidé de rester 1 heure de plus. « Nous devons parler de ce que nous avons trouvé dans ta chambre » a dit Diane, sa voix portant une qualité répétée. Mon estomac s'est effondré. « Vous étiez dans ma chambre ? Pourquoi ? » Ne change pas de sujet, a dit papa d'un ton sec. Diane rangeait le linge et a remarqué que ton tiroir ne fermait pas correctement. C'était le premier signal d'alarme. Diane n'avait jamais rangé mon linge. Cela avait toujours été ma responsabilité depuis qu'elle avait emménagé. Lorsque j'ai essayé d'arranger les choses, Diane a continué sur sa lancée. J'ai trouvé quelque chose de très troublant. Elle a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite liasse de billets. Étalant en éventail plusieurs billets de $100 sur la table. J'apprendrai plus tard qu'il s'agit de $2000 au total. Vous reconnaissez ceci, a-t-elle demandé. Je secoue la tête. Je secouai la tête. Ce n'est pas le mien. Il était caché sous vos chaussettes, rétorque Diane. Et par coïncidence, c'est exactement le montant qui manque dans mon sac à main. L'argent que j'ai retiré hier pour le voyage de ski d'Amanda. Mon esprit s'emballe. Je n'avais jamais vu cet argent auparavant. Je n'avais jamais rien pris à Diane ni à personne d'autre. Je ne l'ai pas pris, ai-je dit fermement. J'étais à l'école et à la bibliothèque toute la journée. Tu aurais pu le prendre à n'importe quel moment hier ou ce matin, a répondu Diane. Tu savais que j'avais obtenu l'argent pour le voyage d'Amanda. Tu étais là quand je l'ai mentionné au petit déjeuner. J'ai regardé papa, m'attendant à ce qu'il considère au moins que je disais peut-être la vérité. Au lieu de cela, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant. De la méfiance. Nous avons aussi trouvé ceci, dit-il tranquillement, en poussant un petit bracelet en or sur la table. J'ai eu le souffle coupé. C'était le bracelet de Diane. Un bracelet qu'elle se plaignait souvent d'avoir perdu et retrouvé. Je l'avais vu le porter il y a quelques jours à peine. Ce n'est pas le mien non plus, ai-je dit, ma voix s'élevant avec panique. Tu sais que je ne volerai pas, tu me connais. Je pensais que c'était le cas, a-t-il répondu, et ces 4 mots m'ont profondément marqué, comme rien d'autre n'aurait pu le faire. Il y a autre chose, a ajouté Diane. Elle a présenté un petit carnet où elle avait apparemment consigné les objets disparus au cours des derniers mois, de petites sommes d'argent, une paire de boucles d'oreilles, l'argent de poche d'Amanda, tous prétendument trouvés en ma possession. C'est insensé, ai-je protesté. Les larmes aux yeux.
Je suis en train de me faire piéger. Amanda a alors pris la parole, sa voix portant une note parfaite d'innocence blessée. Pourquoi quelqu'un voudrait-il te piéger? Tu as toujours été jalouse que maman et moi ayons emménagé. Tu fais des commentaires sur mes affaires tout le temps. Ce n'est pas vrai. Mais 3 contre 1, c'est impossible, surtout quand l'un des 3 est le parent en qui tu as le plus confiance au monde. La dispute s'envenime, je continue à nier les accusations tandis que Diane présente de plus en plus de preuves de mon prétendu vol. Papa se mettait de plus en plus en colère, non pas contre la situation, mais contre moi en particulier, comme si mes dénégations étaient plus offensantes que le crime allégué. J'ai essayé d'être patient avec toi, finit-il par dire. Je sais que tu as du mal à supporter les changements dans notre famille, mais c'est allé trop loin. Je n'ai pas fait ça, ai-je répété, la voix brisée. Papa, je t'en prie. Crois-moi, je n'aurais jamais volé. Il a secoué la tête, la déception rayonnant de lui. Les preuves sont là, Nathalie. Si tu ne peux pas être honnête, comment pouvons-nous te faire confiance sous notre toit? L'ultimatum est venu ensuite, lancé par mon père, Diane lui chuchotant à l'oreille. Tu as 2 choix, a-t-il dit. Tu peux admettre ce que tu as fait, t'excuser auprès de Diane et d'Amanda, rendre tout ce que tu as pris et accepter d'être puni pour les 3 prochains mois, ou, il a fait une pause, et j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. Le doute, le regret, quoi que ce soit, ce n'était pas assez fort, ou tu peux continuer à le nier et tu devras quitter cette maison. Les mots étaient suspendus dans l'air, impossible et dévastateur. J'avais 16 ans et mon père menaçait de me jeter dehors pour un mensonge. Tu n'es pas sérieux, ai-je murmuré. Très sérieux, a-t-il répondu. Je ne veux pas d'un voleur dans ma maison. Surtout pas d'un voleur qui refuse d'assumer ses responsabilités. J'ai regardé leurs visages respectifs. Amanda n'arrivait pas à cacher son sourire en coin. Diane gardait un masque de déception triste, et papa, mon champion, mon protecteur, avait l'air d'un étranger. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Et si j'admettais un mensonge, je me perdais. Si je maintenais mon innocence, je perdrais ma maison et mon père, un choix impossible pour une jeune fille de 16 ans, mais d'une manière ou d'une autre, la décision était claire comme de l'eau de roche. Je n'ai rien pris, dis-je, la voix soudain calme, et je ne dirai pas que je l'ai fait. La mâchoire de mon père s'est crispée. Alors tu dois faire tes valises. Je suis resté planté là, abasourdi par le caractère définitif de la décision. Tu l'as choisi eux plutôt que moi. Tu as choisi la malhonnêteté, a-t-il répliqué. Tu ne m'as pas laissé le choix. Je suis monté en courant dans ma chambre. Déjà violée par leurs fouilles. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon sac à dos d'écolier et un sac de sport. Qu'est-ce qu'un jeune de 16 ans prend quand sa vie est déracinée? J'ai pris des choses pratiques, des vêtements, des articles de toilette, mes cahiers d'école, puis l'irremplaçable, la boîte à souvenirs de maman, les photos des moments heureux, le journal dans lequel j'ai consigné les 2 dernières années de gaslighting. Pendant que je faisais mes valises, la pluie a commencé à tomber dehors, une toile de fond parfaite pour la destruction de mon monde. Je les entendais parler en bas, la voix de Diane était apaisante, convainquant probablement papa qu'il faisait le bon choix, que j'avais besoin d'apprendre une leçon. J'ai appelé Sarah, mes doigts tremblaient tellement que je pouvais à peine composer le numéro. En larmes, j'ai expliqué ce qui se passait. C'est sa mère qui a répondu. L'horreur dans la voix alors qu'elle m'assurait qu'ils étaient en route. Lorsque je suis redescendue avec mes bagages, papa se tenait près de la porte. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait revenir sur sa décision, qu'il se souviendrait de la promesse qu'il avait faite devant des crêpes 4 ans plus tôt. Au lieu de cela, il s'est écarté. Où vas-tu aller, a-t-il demandé, avec une pointe d'incertitude dans la voix. Chez Sarah, ai-je répondu, même si ça ne t'intéresse pas. Nathalie, commença-t-il, mais Diane apparut à côté de lui. Tu as fait ton choix, dit-elle fermement. Peut-être qu'un peu de temps à l'écart t'aidera à réfléchir à tes actes. J'ai regardé mon père une dernière fois. Maman aurait honte de toi en ce moment. C'était une chose cruelle à dire, mais à ce moment-là, je l'ai cru de tout mon cœur. Je sortis sous la pluie et entendis la porte se refermer derrière moi. Je me tenais sous le porche de ce qui avait été ma maison toute ma vie. La pluie trempant ma veste, et j'attendais l'arrivée des parents de Sarah. Cette nuit-là, dans la chambre de Sarah, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Ses parents m'ont assuré que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire,
mais nous savions tous qu'il ne s'agissait pas d'une situation temporaire. Tout ce qui était fondamental s'était brisé, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Dans les jours qui ont suivi, je m'attendais à ce que papa appelle pour reprendre ses esprits. Il ne l'a pas fait. Je suis retournée à l'école, confrontée aux chuchotements et aux regards au fur et à mesure que la nouvelle de ma situation se répandait. Le conseiller d'orientation m'a aidé à comprendre les options qui s'offraient à moi en tant que mineur abandonné. Les parents de Sarah ont envisagé de demander une tutelle temporaire, mais ils craignaient des conflits juridiques avec mon père. Une semaine après avoir été mis à la porte, j'ai reçu un carton sur le pas de la porte de Sarah. À l'intérieur se trouvaient d'autres de mes affaires, emballées de façon désordonnée. Au bas de la boîte, il y avait une note écrite de la main de mon père. Quand tu seras prêt à admettre ce que tu as fait et à t'excuser, nous pourrons discuter de ton retour à la maison. Il n'y avait pas d'excuse pour son incrédulité. Aucune reconnaissance de l'ampleur de sa trahison. Il a simplement continué à présumer de ma culpabilité. J'ai plié la note avec soin et l'ai placée dans la boîte à souvenirs de ma mère, à côté d'un relevé bancaire que j'avais trouvé en faisant mes valises. Un relevé montrant que Diane avait retiré exactement $2000 la veille du jour où elle m'avait accusé de l'avoir volé. Une preuve que j'ai découverte trop tard, mais que j'ai conservée pendant 15 ans. Dans l'attente du jour où la vérité pourrait enfin avoir de l'importance. Les mois qui ont suivi mon expulsion de la maison ont été un cours accéléré sur la responsabilité des adultes. Les parents de Sarah, John et Margaret Parker, sont devenus ma bouée de sauvetage. Ils ont transformé leur bureau en chambre pour moi et m'ont aidé à m'y retrouver dans la situation juridique compliquée d'une mineure ne vivant pas avec son tuteur légal. Tu peux rester avec nous jusqu'à la fin de tes études, m'a assuré John. Nous avons parlé à un ami avocat. Ton père ne t'a pas légalement abandonné puisqu'il continue à te soutenir financièrement, mais il est sur la corde raide sur le plan juridique. Papa avait commencé à envoyer un chèque au Parker chaque mois. Il reconnaissait ainsi tacitement qu'il avait renoncé à ses responsabilités parentales, mais qu'il voulait éviter les conséquences juridiques. Il n'a jamais appelé ni rendu visite. J'ai appris plus tard que Diane l'avait convaincu que j'avais besoin d'un amour sévère et que je finirais par craquer et avouer. Je me suis jetée à l'école avec une détermination renouvelée. Si l'éducation avait été importante auparavant, elle était désormais ma seule voie vers une véritable indépendance. J'ai maintenu mes notes à tout en travaillant 20 heures par semaine dans un café local afin de contribuer au foyer des Parker et d'épargner pour mon avenir incertain. Et la conseillère d'orientation de l'école est devenue un autre défenseur, m'aidant à postuler à toutes les bourses disponibles. Son essai personnel sur la façon de surmonter l'adversité est l'un des plus puissants que j'ai lu, m'a-t-elle dit, les yeux débordant d'empathie. Les universités verront ta résilience, Nathalie. Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec des émotions mitigées. La fierté de mes accomplissements et de mes 4 bourses substantielles pour l'université d'État, mais aussi la douleur de regarder l'auditoire et de ne pas y voir mon père. Je lui avais envoyé une invitation contre l'avis de tous ceux qui se souciaient de moi. Il n'est pas venu, il ne l'a pas reconnu. A eu lieu de cela, les Parker, Sarah et plusieurs professeurs m'ont applaudi bruyamment lorsque j'ai accepté mon diplôme et le prix de la réussite scolaire. Cet été-là, j'ai trouvé un minuscule appartement avec une colocataire, une autre étudiante boursière nommée Jessica. L'endroit était miteux, avec un chauffage peu fiable et des murs minces comme du papier, mais c'était le premier espace qui m'appartenait vraiment. J'avais 2 emplois, économisant chaque centime possible pour les manuels scolaires et les dépenses que mes bourses ne couvraient pas. C'est à l'occasion de l'un de ces emplois, celui de serveuse dans un café local, que j'ai rencontré Kevin Reynolds. C'était un client régulier, qui commandait toujours la même chose, café noir de l'université, muffins aux myrtilles, sourire facile. Elle avait une 40aine d'années, des cheveux poivre et sel et des yeux bienveillants qui remarquaient les choses que les autres ne voyaient pas. Tu as l'air épuisé aujourd'hui, a-t-il commenté un matin, alors que j'étais restée debout toute la nuit pour terminer un devoir. Étudiant à l'université ? C'est si évident. J'ai réussi à esquisser un sourire fatigué. Je reconnais le regard. Tu es étudiant en commerce ? J'ai acquiescé avec une mineure en finance. Une combinaison intelligente. Il a pris sa monnaie et m'a tendu à l'improviste une carte de visite. Mon agence immobilière a besoin d'une réceptionniste à temps partiel. C'est mieux payé que les cafés et les horaires sont plus réguliers. Pensée Y. Cette carte de visite a changé la trajectoire de ma vie.
Travailler chez Reynolds Realty m'a appris bien plus que répondre au téléphone et prendre des rendez-vous. Kevin est devenu un mentor, prenant le temps de m'expliquer les rouages de l'immobilier depuis le début. Vous avez un talent naturel pour cela, m'a-t-il dit après que j'ai travaillé 6 mois chez Reynolds Realty et qu'il m'ait entendu parler à un client. Vous écoutez bien et vous avez l'instinct pour faire correspondre les gens et les biens. En première année d'université, je travaillais presque à temps plein à l'agence tout en continuant à suivre mes cours. Kevin m'a encouragé à obtenir ma licence d'agent immobilier, allant même jusqu'à payer les cours requis en guise de cadeau d'anniversaire. Lorsque j'ai protesté, il m'a dit « Considère cela comme un investissement dans mon entreprise. Tu me rembourseras en m'apportant des clients. » J'ai passé l'examen du permis dès ma première tentative et j'ai vendu ma première maison 2 mois plus tard, une petite maison de départ à un jeune couple à peine plus âgé que moi. Et la commission m'a rapporté plus d'argent que je n'en avais jamais vu en une seule fois, suffisamment pour me permettre de quitter l'appartement miteux et d'emménager dans un logement d'une chambre à coucher un peu mieux aménagé. Pendant tout ce temps, je n'ai gardé qu'un contact minimal avec mon père. Les courriels occasionnels l'informant des principaux événements de sa vie ont reçu des réponses brèves et formelles. Je savais par des connaissances communes que Diane et Amanda étaient toujours là. Qu'Amanda avait abandonné l'université et travaillait dans le commerce de détail tout en vivant à la maison. J'ai essayé de ne pas m'en préoccuper, de ne pas comparer nos chemins divergents, mais la nature humaine a fait qu'il était impossible de ne pas remarquer l'ironie de la situation. À 23 ans, j'ai pris une décision audacieuse. Grâce à mes économies et à un programme d'aide aux primo-accédants, j'ai acheté un petit appartement d'une chambre. Et elle avait besoin de travaux, avec des appareils électroménagers obsolètes et une moquette qui avait connu des jours meilleurs, mais au moment où j'ai signé les papiers, quelque chose s'est apaisé en moi. J'avais à nouveau un chez moi, un chez-soi que personne ne pouvait m'enlever. Tu réalises que tu es propriétaire avant la plupart de tes professeurs d'université, n'est-ce pas ? Kevin a plaisanté alors que nous fêtions l'événement avec du champagne et des gobelets en plastique, assis sur le sol de mon nouveau salon vide. Je n'en suis qu'au début, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Les 7 années qui ont suivi ont été une succession de journées de 18 heures, au cours desquelles j'ai développé ma clientèle et ma réputation dans le secteur. Je suis passé des propriétés résidentielles aux propriétés commerciales, j'ai étudié les tendances du marché de manière obsessionnelle et j'ai réinvesti la plupart de mes revenus. Lorsque Kevin a décidé de prendre sa retraite à 65 ans, il m'a proposé de racheter son agence. Depuis 2 ans, tu la diriges de toute façon, à l'exception de son nom, m'a-t-il dit. Elle devrait appartenir. À 29 ans, je suis devenu propriétaire de ce qui s'appelait désormais Parker Reynolds Realty, en hommage à Kevin et à la famille qui m'avait accueilli alors que je n'avais rien. L'entreprise a prospéré sous ma direction, passant de 3 à 8 agents. En mettant l'accent sur des pratiques éthiques qui nous ont valu des clients fidèles. Ma guérison personnelle a été plus lente que ma réussite professionnelle. Des séances de thérapie hebdomadaires avec le Dr Winters m'ont aidé à digérer l'abandon et la trahison. Vous avez construit un succès extérieur extraordinaire, a-t-elle observé. Il faut maintenant que vous croyiez que vous le méritez. La peur que tout disparaisse est restée ma compagne de tous les instants. J'ai maintenu des fonds d'urgence, des plans de secours pour mes plans de secours, et j'ai lutté pour faire pleinement confiance à mes partenaires romantiques. Ma relation la plus longue a duré 2 ans avant de s'effondrer à cause de ma réticence à combiner les finances ou à envisager la propriété conjointe. Je t'aime, avait dit Michael lors de notre dernière dispute. Mais tu gardes une partie de toi-même enfermée. Tu vis toujours comme si quelqu'un pouvait te couper l'herbe sous le pied à tout moment. Il n'avait pas tort. Et la jeune fille de 16 ans qui avait mis sa vie dans un sac à dos et un sac de sport vivait toujours quelque part en moi, hyper vigilante et attendant la prochaine trahison. L'achat de ma maison actuelle, à l'âge de 30 ans, a été une autre étape importante dans mon parcours de guérison. Ce bel artisan ne représentait pas seulement une réussite financière, mais une déclaration selon laquelle je m'enracinais, créant la stabilité que j'avais perdue. J'ai passé des mois à la rénover, en faisant en sorte que chaque détail corresponde exactement à ce que je voulais. C'était la maison dont j'avais rêvé pendant les nuits passées dans la chambre d'amis de Sarah et dans l'appartement du Shabby College, une manifestation tangible du chemin parcouru. Par le biais de relations mutuelles. J'ai parfois eu des nouvelles de mon père et de sa famille. Mon père avait pris une retraite anticipée pour des raisons de santé. Amanda s'était mariée jeune, avait eu 2 enfants et vivait maintenant un divorce difficile. Diane était toujours aussi dominatrice et concentrait ses manipulations sur les enfants d'Amanda, ses petits enfants. À eu fil des ans, j'ai tenté à plusieurs reprises de renouer avec mon père,
plus motivée par les encouragements du docteur Winter que par mon propre désir. Une carte pour son 60e anniversaire est restée lettre morte. Un courriel envoyé lorsque j'ai appris qu'il avait des problèmes de santé a reçu une réponse laconique du type « Je vais bien ». Au bout d'un certain temps, j'ai cessé d'essayer, acceptant que le père que j'avais aimé n'existait que dans mes souvenirs. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé, la fille qu'il avait rejetée avait réussi sa vie grâce à ses propres efforts. Tandis que la belle-fille qu'il avait choisie se débattait malgré des années de soutien de sa part. Mais je ne me réjouissais pas des difficultés d'Amanda. La vie m'avait appris que le ressentiment ne fait qu'alourdir la personne qui le porte. Aussi, lorsque la sonnette de ma porte a retenti ce dimanche matin, j'étais loin de me douter que le passé que j'avais eu tant de mal à surmonter était sur le point de boucler la boucle de la manière la plus inattendue qui soit. La sonnette a retenti juste au moment où je me servais ma deuxième tasse de café. Cooper aboya une fois, plus pour annoncer que pour alarmer, sa queue remuant comme elle le faisait toujours lorsque des visiteurs arrivaient. Je n'attendais personne, mais les visites d'amis le dimanche matin n'étaient pas inhabituelles dans notre quartier très uni. Je me suis rendue à la porte pieds nus, toujours vêtue d'un pantalon de yoga et d'un sweatshirt universitaire trop grand de mon alma mater. Lorsque j'ai ouvert la porte, la tasse de café a failli me glisser des doigts. Thomas Wilson, mon père, se tenait sur le perron. 15 ans l'avaient considérablement vieilli. Ses cheveux autrefois foncés étaient maintenant complètement gris, sa grande taille légèrement voûtée, son visage bordé de plis profonds autour d'yeux qui contenaient encore le bleu que je voyais dans mon propre miroir tous les matins. À ses côtés se tenait Amanda, qui n'était plus l'adolescente au sourire narquois, mais une femme d'accent grave peu près mon âge. Ses cheveux blonds étaient coiffés dans une coupe coûteuse, son maquillage soigneusement appliqué. Mais le stress avait laissé sa marque dans la crispation de sa bouche et le regard calculateur qui n'avait pas changé depuis l'enfance. Nathalie, la voix de papa était plus rauque que dans mes souvenirs, l'incertitude s'insinuant dans mon NOM. J'y suis restée figée, un raz-de-marée d'émotions déferlant sur moi, le choc, la colère, le chagrin, et sous tout cela, un frémissement de cet espoir enfantin qui n'était jamais complètement mort, qu'il était finalement venu pour arranger les choses. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je réussis à demander, sans bouger de l'embrasure de la porte. « Pouvons-nous entrer, s'il vous plaît ?» Il s'est déplacé mal à l'aise, jetant un coup d'œil à la voisine d'en face qui promenait son chien et observait notre interaction avec une curiosité non dissimulée. Cette préservation me poussait à fermer la porte, à protéger la vie que j'avais construite de ces gens qui avaient déjà brisé mon monde. Mais la curiosité l'a emporté. Après 15 ans, je voulais savoir ce qui avait bien pu les amener à ma porte. 10 minutes, ai-je dit en me retirant pour leur permettre d'entrer. Ils sont entrés dans ma maison, observant tous deux le parquet, le mobilier de bon goût, les signes évidents d'aisance financière. Cooper s'approcha prudemment, sentant mon attention. J'ai posé ma main sur sa tête, puisant de la force dans sa présence solide. « Belle maison », commenta maladroitement papa, qui se tenait dans mon salon comme un étranger, ce que je supposais qu'il était. « Merci, j'ai travaillé dur pour l'avoir. » J'ai travaillé dur pour l'avoir. Ma voix était plus fraîche que l'air du matin. « Pourquoi es-tu là ?» Cooper parle pour la première fois. « Vous vous êtes bien débrouillé. » Son ton était familier. Ce même ressentiment qui avait coloré nos interactions d'adolescents. Certaines choses n'avaient pas changé. « Encore une fois, pourquoi êtes-vous ici ?» Je suis restée debout, ne leur offrant ni siège ni rafraîchissement, ne jouant pas le rôle d'hôtesse alors qu'ils avaient perdu tout droit à mon hospitalité depuis des années. Le père s'est raclé la gorge. « Nous avons entendu parler de votre succès, de votre société immobilière, de cette maison dans ce quartier. Et ai-je demandé. Et nous voulions reprendre contact, a-t-il terminé, sans conviction. Après 15 ans ? Essayez encore. Amanda s'est avancée. Je suis en train de divorcer. Cette information n'était pas surprenante. Par l'intermédiaire de notre dernière connaissance commune, j'avais entendu des rumeurs sur ses problèmes conjugaux il y a plusieurs mois. Je suis désolée de l'apprendre, ai-je répondu. La réponse polie était plus automatique que sincère. Cela a été difficile, a-t-elle poursuivi. Surtout pour les enfants. Jason a 7 ans et Emma 5. J'ai hoché la tête, ne sachant pas trop où elle voulait en venir, mais de plus en plus certaine que la destination ne me plairait pas. Nous avons dû quitter notre maison, ajoute Amanda. Nous logeons chez papa et Diane pour l'instant, mais nous sommes à l'étroit.
Les enfants partagent une chambre qui est en fait un bureau aménagé. Le père reprend la parole. Nous avons essayé de les aider à se remettre sur pied. L'ex d'Amanda n'est pas fiable en ce qui concerne la pension alimentaire. Et elle essaie de retourner à l'école pour obtenir un diplôme. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais je n'arrivais toujours pas à croire à la tournure que prenait cette conversation. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi ? J'ai demandé directement. Ils ont échangé un regard avant que papa ne reprenne la parole. Nous savons que tu as cette grande maison. Vous vivez seul, à l'exception du chien. Et Amanda a besoin d'un endroit stable pour les enfants. Je l'ai regardé fixement, attendant la chute qui n'est jamais venue. Vous êtes sérieusement venu me demander de l'argent, ai-je finalement demandé. Pas de l'argent, dit rapidement Amanda. Cette maison. Nous pensions que vous pourriez peut-être nous laisser y vivre, ou même nous la céder. Vous devez avoir d'autres propriétés grâce à votre entreprise. L'audace m'a coupé le souffle. 15 ans de silence, d'abandon. Et il venait me demander ma maison. Et la maison que j'avais sacrifiée et pour laquelle j'avais travaillé 80 heures par semaine ? Vous voulez que je vous donne ma maison ? Ai-je répété. J'ai du mal comprendre. Papa a au moins eu la grâce d'avoir l'air mal à l'aise. Pas exactement donné. Tu pourrais peut-être déménager dans un endroit plus petit ? Tu n'as pas besoin de tout cet espace pour toi seul. Amanda doit tenir compte des enfants. Et la famille doit aider la famille, ajoute Amanda, avec une hypocrisie à couper le souffle. Un rire m'a échappé, vif et incrédule. La famille ? C'est ce que nous sommes ? Le sang, c'est le sang, a dit papa à voix basse, malgré tout, point. Malgré tout ? J'ai répété. Malgré le fait que tu aies jeté ta fille de 16 ans hors de chez elle à cause d'un mensonge ? Malgré le fait que tu n'aies jamais appelé pour vérifier si j'étais en sécurité, si j'avais assez à manger, si j'avais besoin de quoi que ce soit pendant toutes ces années ? Bien que tu aies manqué ma remise de diplôme, mon diplôme universitaire, chaque étape importante de ma vie d'adulte. Le père a changé de position. Le malaise est évident. Nous avons tous commis des erreurs. Non, ai-je corrigé. Tu as fait un choix. Je n'étais qu'un enfant qui subissait les conséquences de ce choix. Amanda s'est interposée. C'était il y a si longtemps. Nous devrions dépasser cela pour le bien des enfants. La mention calculée de ses enfants, ses neveux et nièces inconnus qui étaient maintenant utilisés comme levier émotionnel, a déclenché en moi une fureur qui brûle lentement. Laissez-moi m'assurer que j'ai bien compris, ai-je dit, d'une voix mortellement calme. Vous voulez que j'abandonne ma maison, pour laquelle j'ai travaillé et que j'ai gagné entièrement par mes propres moyens, aux personnes qui m'ont jeté quand j'étais enfant, sur la base d'un appel à la loyauté familiale que vous ne m'avez jamais montré ? Quand tu le dis comme ça, a commencé papa. Mais je l'ai interrompu. Comment pourrais-je le dire autrement ? S'il te plaît, éclaire-moi. La façade de politesse d'Amanda a glissé. Tu as toujours été égoïste, Nathalie. Tu as toujours pensé à toi. Pendant ce temps, j'ai 2 enfants qui ont besoin de stabilité. Égoïste. Je répète, incrédule. J'étais sans abri à 16 ans à cause de toi et de ta mère. Tout ce que j'ai, je l'ai construit à partir de rien après que vous m'ayez tout pris. C'est de l'histoire ancienne, a-t-elle balayé. Il est clair que vous vous en sortez bien maintenant. Mieux que bien. Tu pourrais facilement t'offrir un autre logement. Ce n'est pas la question, ai-je rétorqué. C'est ma maison. La mienne. Je ne te dois rien. Papa a tenté une autre approche. Je sais que les choses se sont mal terminées entre nous. Mal finies ? Je l'ai interrompu. Les choses ne se sont pas mal terminées. Tu as choisi de croire que j'étais un voleur sans preuve. Tu as préféré ta nouvelle femme à ta fille. Tu m'as abandonné. J'ai envoyé de l'argent au Parker, s'est-il défendu faiblement. Le strict minimum pour éviter les conséquences juridiques, ai-je corrigé. Jamais assez pour me soutenir réellement. Jamais un appel ou une visite pour voir comment j'allais. Un silence gênant s'est installé. Je les voyais recalculer, essayer de trouver l'angle qui leur permettrait d'obtenir ce qu'ils voulaient. Je comprends que tu sois encore blessé, dit finalement papa.
Mais ne punissez pas les enfants pour les erreurs du passé. Quelque chose en moi a craqué face à cette manipulation. Ne t'avise pas d'utiliser ces enfants comme des pions. Si tu tenais à ce qu'ils aient une stabilité, tu aurais aidé Amanda à la créer elle-même. Pas venir mendier ma maison. Nous ne sommes pas en train de mendier, dit Amanda d'un ton sec. Nous avons pensé que tu voudrais peut-être te rattraper pour le favoritisme dont papa a fait preuve à ton égard lorsque nous étions plus jeunes. Cette déclaration était si éloignée de la réalité que j'ai ri. Favoritisme ? Tu délires ? Il vous a choisi, toi et ta mère, plutôt que moi. Il m'a jeté hors de ma maison pour toi. Seulement après que tu nous aies volés, a-t-elle répliqué. C'est ce qui s'est passé. 15 ans plus tard, il continuait à mentir. Il croyait toujours que je méritais ce qui m'était arrivé. Je n'ai jamais rien volé, ai-je dit calmement. Et je pense que vous le savez tous les deux. Une lueur d'espoir a traversé le visage d'Amanda, trop rapide pour être interprétée, mais papa a détourné le regard, incapable de croiser mes yeux. Cela n'a plus d'importance maintenant, a-t-il marmonné. De l'eau a coulé sous les ponts. C'est important pour moi, ai-je insisté. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici en train d'avoir cette conversation après 15 ans de silence. C'est la raison pour laquelle j'ai dû construire ma vie à partir de zéro, alors que tu as continué à soutenir Amanda jusqu'à l'âge adulte. Très bien, s'emporte Amanda. Peut-être que tu n'as pas volé l'argent. Peut-être que je l'ai déplacé. Est-ce que ça te fait plaisir de l'entendre après tout ce temps ? Cela ne change rien maintenant. Son aveu décontracté de ce que je savais depuis toujours, prononcé sans remords ni excuses, a allumé un feu dans ma poitrine. Toutes ces années de doute, à me demander si quelqu'un me croirait un jour, se sont cristallisées en une clarté parfaite. Cela change tout, ai-je dit doucement. Mais pas de la façon dont vous le pensez. J'ai pris une profonde inspiration, me centrant sur le moment présent. Over s'est appuyé contre ma jambe, une présence stable, ancrée. Alors que je faisais face aux fantômes de mon passé qui se tenaient dans mon salon. Attendez ici, ai-je dit, la voix plus ferme que je ne le sentais. J'ai marché jusqu'à mon bureau, une pièce ensoleillée donnant sur le jardin. Dans le tiroir inférieur de mon bureau se trouvait une boîte ignifugée contenant mes documents les plus importants, des titres de propriété, des polices d'assurance, la boîte à souvenirs de ma mère et une enveloppe scellée que j'avais emportée avec moi lors de 6 déménagements en 15 ans. Lorsque je suis retournée dans le salon, papa et Amanda chuchotaient l'un à l'autre et se sont tus lorsque je suis entrée. J'ai posé l'enveloppe sur la table basse entre nous. Qu'est-ce que c'est ? Demande papa. Des preuves, ai-je répondu simplement. Des preuves que j'ai gardées pendant 15 ans, en attendant ce moment, même si je n'ai jamais vraiment cru qu'il viendrait. J'ai sorti 2 documents de l'enveloppe. Le premier était un relevé bancaire, jauni par l'âge, mais encore lisible. C'est un relevé de votre compte commun avec Diane, ai-je dit à papa. Tu vois le retrait effectué le 14 octobre ? 2000 $. Le montant exact qu'on m'a accusé d'avoir volé le lendemain. Papa fixe le papier, la confusion est évidente. Comment as-tu eu ça ? Il était mélangé à mes papiers d'école. Je l'ai trouvé alors que je faisais mes valises le soir où tu m'as jeté dehors, trop tard pour changer ce qui se passait, mais je l'ai gardé quand même. J'ai posé le deuxième document à côté. C'est la transcription d'une conversation que j'ai eue avec Amanda 3 ans après mon départ. Elle a tout avoué à ce moment-là, même si elle ne savait pas que je l'enregistrais. Son visage rougit de colère. Vous m'avez enregistré sans permission ? C'est illégal. En fait, dans cet état, une seule partie doit consentir à l'enregistrement. Et franchement, après ce que vous m'avez fait, je ne suis pas particulièrement concerné par votre définition du bien et du mal. Papa a pris la transcription, parcourant les sections surlignées où Amanda s'était vantée d'avoir placé l'argent et le bracelet dans ma chambre, d'avoir convaincu sa mère d'accepter le plan pour se débarrasser enfin de la concurrence. C'est vrai, demanda-t-il à Amanda, la voix creuse. Elle a levé la tête d'un air de défi. Nous étions des enfants. J'étais jalouse. Maman a dit que tu faisais toujours passer Nathalie en premier, que nous devions briser ton attachement à elle. La confirmation est restée en suspens entre nous. Papa s'est enfoncé dans mon canapé sans y être invité, paraissant soudain avoir 65 ans.
Diane savait, a-t-il demandé, la voix à peine audible. Bien sûr qu'elle savait, a répondu Amanda avec impatience. C'était son idée. Elle a dit que tu étais trop aveugle quand il s'agissait de ta précieuse fille. J'ai regardé mon père absorber cette information. Savoir qu'il avait été manipulé par sa femme, qu'il avait écarté sa fille à cause d'un mensonge délibéré. Une partie de moi avait imaginé ce moment pendant des années, avait fantasmé sur la satisfaction de le voir affronter la vérité. La réalité était plus compliquée, un mélange de justification et de chagrin renouvelé pour ce que nous avions perdu. Tout ce temps, a-t-il murmuré, toutes ces années. Oui, ai-je dit simplement, toutes ces années. Il a levé les yeux vers moi, les yeux baignés de larmes. Nathalie, je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement désolée. Les excuses que j'avais attendues 15 ans pour entendre ont atterri dans un vide surprenant. C'était trop peu, trop tard, un pansement offert pour une amputation. Les excuses ne reconstruisent pas ce qui a été détruit, ai-je dit à voix basse. Le pardon ne me rend pas les années où j'ai eu un père. Nous pouvons recommencer à zéro, a-t-il suggéré. Le désespoir s'insinuant dans sa voix. Maintenant que je connais la vérité ? Amanda l'interrompt, le ton tranchant. Cela ne change rien à notre situation actuelle. Tu peux te sentir mal à propos du passé, tant que tu veux, papa, mais nous avons toujours besoin d'un endroit où vivre. Nathalie a toujours cette maison dont elle n'a pas besoin. La persistance de son droit face à ses mensonges était presque impressionnante dans son audace. Tu ne comprends toujours pas, lui ai-je dit. Cette maison représente tout ce que j'ai construit après que toi et ta mère ayez détruit ma vie. Chaque brique, chaque plancher a été payé avec ma sueur et ma détermination. C'est la manifestation physique de ma survie malgré ce que vous m'avez fait. Je me suis tournée vers mon père. Et vous ? Tu te tiens là et tu t'excuses comme si les mots pouvaient combler le gouffre qui nous sépare. Où étiez-vous quand je luttais pour trouver un endroit où vivre après le lycée ? Où étais-tu quand j'avais 2 emplois pour m'inscrire à l'université ? Où étais-tu à chaque anniversaire, à chaque Noël, à chaque fois que j'ai accompli quelque chose et que je n'avais pas de parents avec qui le partager ? Je me suis dit que papa semblait se contracter physiquement sous mes questions. Diane m'a convaincu que l'amour vache était le seul moyen de t'atteindre, que tu finirais par admettre ce que tu avais fait. Et quand je ne l'ai pas fait, quand les années ont passé et que j'ai maintenu mon innocence, as-tu envisagé une seule fois que peut-être, juste peut-être, ta fille disait la vérité ? Il n'avait pas de réponse à cette question. Amanda a essayé une autre tactique. Écoutez, ce qui s'est passé est terrible. Je l'admets. Nous avons été horribles avec vous. Mais mes enfants sont innocents dans tout ça. Ils ont besoin d'un foyer stable. Alors fournissez-leur en un. Ai-je répondu. Comme j'ai dû le faire moi-même lorsque je n'étais encore qu'un enfant. Ce n'est pas si simple, a-t-elle argumenté. Le marché du travail est difficile. La garde d'enfants coûte cher. Je suis tout à fait consciente de ces défis, l'ai-je interrompu. Je les ai affrontés seule à 16 ans. Vous avez 31 ans et vous bénéficiez du soutien de votre famille. Débrouille-toi. Alors tu ne m'aideras pas du tout, demande papa, un soupçon de l'ancienne autorité s'insinuant dans sa voix. Tu es tout ce que j'ai fait pour toi en grandissant ? L'audace de sa question me laisse momentanément sans voix. Tout ce que tu as fait pour moi ? J'y parviens enfin. Tu veux dire que tu as rempli ton obligation légale de parent jusqu'à ce que j'ai 16 ans ? Et ensuite, tu m'as abandonné ? Devrais-je être reconnaissante pour cet effort minimal ? Je n'étais pas parfait, a-t-il concédé. Mais je t'aimais. Je t'aime toujours. Les mots que j'avais voulu entendre sonnaient creux. L'amour n'est pas un sentiment, papa. C'est une série d'actions. C'est se montrer. C'est croire en son enfant. C'est le soutenir même quand c'est difficile. Selon toute norme mesurable, tu as cessé de m'aimer la nuit où tu as choisi de croire que j'étais un voleur. Amanda se leva brusquement. Cela ne nous mène nulle part. Allez-vous nous aider ou non ? Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé la femme qui avait été au centre de la destruction de ma famille. Il n'y avait aucun remords dans son expression, aucune reconnaissance réelle des dommages qu'elle avait causés, juste l'impatience que son plan pour profiter de mon succès ne se déroule pas comme prévu. Pas un seul centimètre de cette maison ne vous appartiendra jamais, ai-je dit calmement. Pas le moindre recoin.
Pas pour un jour. Pas une heure. C'est ma maison. Payée avec la vie que j'ai construite après que tu aies détruit la première. Tu es toujours la même fille égoïste, crache Amanda. Et tu es toujours celle qui a le droit d'agir et qui n'a jamais eu à subir les conséquences de ses actes, ai-je répondu. Il y a des choses qui ne changent pas. Je me suis tournée vers mon père. Je pense qu'il est temps pour vous deux de partir. Il s'est levé en tremblant, l'air perdu dans la maison de la fille qu'il connaissait à peine. Nathalie, s'il te plaît, on peut régler ça, maintenant que je connais la vérité. La vérité a toujours été là, ai-je interrompu. Tu as choisi de ne pas la voir. Tu as choisi Diane et Amanda plutôt que moi, encore et encore. Et maintenant tu es ici, non pas parce que je t'ai manqué ou que tu voulais te racheter, mais parce que tu veux quelque chose de moi, point. Ce n'est pas juste, virgule. A-t-il protesté faiblement. Rien de tout cela n'a été juste, ai-je convenu. Mais contrairement à toi, j'ai cessé d'attendre que la vie soit juste. J'ai construit ma propre justice, ma propre sécurité, ma propre famille de gens qui sont là pour moi. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, faisant comprendre que notre conversation était terminée. Amanda est sortie la première en marmonnant sur mon égoïsme. Papa s'est attardé, me regardant avec des yeux suppliants. Je peux au moins avoir ton numéro, demanda-t-il. Peut-être pourrions-nous en reparler quand les choses seront moins émotionnelles. J'ai réfléchi à sa demande, mettant en balance l'enfant en moi qui désirait encore son père et la femme qui avait appris à se protéger de ceux qui voulaient lui faire du mal. J'ai fini par dire non. J'ai passé des années à te tendre la main, à essayer de maintenir un lien. Tu as ignoré toutes mes tentatives. Tu ne peux pas revenir dans ma vie quand ça t'arrange ? Ou quand tu veux quelque chose de moi, J'ai fait une terrible erreur, a-t-il admis. Oui, tu l'as fait. Et les erreurs ont des conséquences. C'est la tienne. En s'avançant sous le porche, il s'est retourné une dernière fois. Je suis vraiment désolée, Nathalie. J'ai hoché la tête, reconnaissant ces mots sans les accepter comme suffisants. Au revoir, papa. J'ai fermé la porte, m'appuyant contre elle alors que le bruit de leur voiture qui démarrait et s'éloignait filtrait à travers les fenêtres. Cooper a touché ma main avec son nez, sensible à ma détresse. J'ai glissé pour m'asseoir sur le sol, enfouissant mon visage dans sa fourrure douce, tandis que 15 années d'émotions refoulées se libéraient enfin. J'ai pleuré pour la jeune fille de 16 ans sous la pluie. Pour le père que j'avais perdu. Pour la famille que nous aurions pu être dans un monde sans la manipulation de Diane et d'Amanda. Enfin. J'ai pleuré de soulagement parce que la vérité que j'avais portée seule pendant si longtemps avait enfin été exprimée à voix haute. Lorsque les larmes se sont calmées, j'ai appelé Sarah, qui est arrivée 20 minutes plus tard avec du café et un soutien indéfectible. Nous nous sommes assises sur ma terrasse, à l'endroit même où je profitais paisiblement de ma matinée avant que mon passé ne revienne en force. Elle m'a demandé si j'allais bien après avoir raconté toute la confrontation. Je pense que ça va aller, ai-je répondu honnêtement. Ce n'était pas la fin que j'imaginais, mais c'était peut-être la fin dont j'avais besoin. J'ai toujours pensé que la vindicte me ferait du bien, La vindicte ne guérit pas la blessure initiale, a-t-elle fait remarquer. Elle confirme simplement que vous n'étiez pas fou. Nous nous sommes assis dans un silence confortable, observant les oiseaux dans le jardin. Tu sais ce qui est ironique, ai-je finalement dit. Après toutes ces années passées à me demander s'il reconnaîtrait un jour la vérité, il s'avère que cela n'a plus vraiment d'importance. J'ai construit cette vie sans lui. Et il y a longtemps que ses opinions ne sont plus essentielles à mon bonheur. Et la semaine suivante, j'ai fait un don substantiel au centre d'accueil pour jeunes où j'étais bénévole, destiné spécifiquement à l'hébergement d'urgence d'adolescents en situation de crise. Je ne pouvais pas changer mon passé, mais je pouvais aider à améliorer la situation d'autres personnes confrontées à des circonstances similaires. J'ai également programmé une séance supplémentaire avec le Dr Winters, afin de travailler sur les émotions complexes que la confrontation avait suscitées. Vous avez bouclé la boucle, a-t-elle remarqué. Quel effet cela fait-il d'avoir tenu bon ? Je reconnais que cela m'a donné du pouvoir. Pendant si longtemps, j'ai été cette adolescente effrayée que l'on jetait hors de chez elle. Le fait de les affronter en tant qu'adulte, à ma façon, dans ma propre maison, a changé quelque chose de fondamental dans la façon dont je me voyais par rapport à eux. Et la vie a repris son rythme. Mon entreprise a continué à prospérer.
Cooper et moi avons fait nos courses matinales. J'ai dîné avec la famille de Sarah et j'ai passé des soirées cinéma avec des amis. Peu à peu, la confrontation avec papa et Amanda a pris sa place comme un événement parmi d'autres dans mon histoire. Un événement important, mais qui n'est plus déterminant. 3 mois plus tard, une carte est arrivée par la poste, le cachet de la poste locale faisant foi. À l'intérieur se trouvait un petit mot de mon père, avec son numéro de téléphone et une invitation à l'appeler si jamais je voulais parler. Pas de demande, pas de culpabilité, juste une porte ouverte. Je l'ai placée dans le tiroir de mon bureau. Sans accepter ni rejeter cette possibilité. Le choix m'appartenait désormais, et cela faisait toute la différence. Ma maison restait mon sanctuaire, chaque coin étant rempli de la vie que je m'étais créée. Pas un seul centimètre n'appartiendrait jamais à ceux qui m'avaient trahi, mais chaque centimètre racontait l'histoire de ma résilience, de ma détermination, en fin de compte, de mon triomphe. Avez-vous déjà dû vous opposer à des membres de votre famille qui vous considéraient comme acquis et attendaient de vous que vous les aidiez? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous que parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de dire non aux personnes toxiques, même s'il s'agit de membres de votre famille. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a touché, à vous abonner pour entendre d'autres histoires de dépassement de l'adversité et à la partager avec quelqu'un qui aurait besoin qu'on lui rappelle sa propre force aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon histoire et n'oubliez pas que vous méritez de protéger la vie que vous avez travaillé dur pour construire.